Bonjour Yann. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, donc toi, tu es enseignant-chercheur chez PPA Business School, C'est ça. mais tu as eu d'autres activités avant. Donc, avant de te poser une autre question, est-ce que tu peux juste te présenter et présenter un peu ton parcours? Ok, très rapidement, parcours assez classique. J'ai fait une école de commerce avec une dernière année de master en alternance où j'étais au planning stratégique en agence de pub chez Saatchi & Saatchi, donc c'était il y a très longtemps. C'était un petit peu avant le millénium, si je me trompe pas. Par la suite, j'ai commencé à travailler d'abord dans des écoles de commerce dont j'assurais la promotion, y compris digitale. Donc c'était encore balbutiant, mais on était surtout sur de la publicité et de l'affichage, ce qu'on appelle aujourd'hui les displays, quoi, donc qui était révolutionnaire à l'époque, mais complètement consommé maintenant. J'ai travaillé en régie publicitaire sur du magazine, donc pareil, print et web. Ensuite, j'ai travaillé ma première vraie grosse expérience, c'était pendant 6 ans pour l'ensemble de la presse quotidienne régionale. Donc au commerce et un petit peu au marketing et surtout au déploiement des nouvelles offres parce qu'à ce moment-là, la question commençait à se poser en fait de la digitalisation des contenus. Et si tu regardes en termes de modèles, les jeunes générations ne vont pas aller au kiosque pour acheter le journal. Donc la question de la digitalisation a commencé à se poser. Et avec elle, la question de la gratuité, ou en tout cas, pas seulement changer le modèle, c'est-à-dire le produit, mais aussi changer sa tarification et le rapport que les gens ont à l'information et le prix qu'ils sont désireux de mettre pour acquérir cette information. J'ai travaillé ensuite pendant un petit peu plus de 3 ans au marketing et à la data à la Poste, où la question de transformation était aussi un modèle parce que de la même façon que les jeunes générations ne vont pas aller acheter le journal au kiosque, elles ne vont pas prendre des nouvelles de leurs proches en écrivant des lettres et en affranchissant des enveloppes. Donc la question du modèle s'est posée aussi. Et puis ensuite, j'ai travaillé chez Skyrock sur les opérations spéciales et la digitalisation. Alors Skyrock, c'est un petit peu différent parce qu'ils avaient déjà un ADN très digital via les Skyblogs, que les plus âgés d'entre nous connaissent, qui était un petit peu le parent pauvre, l'ancêtre du réseau social. Mais pareil, la question de la digitalisation du modèle se pose parce que les jeunes générations, nos élèves aujourd'hui, s'ils veulent écouter de la musique ou rigoler un peu, ils ne vont pas chercher la bonne fréquence pour écouter la radio ou attendre avec impatience la matinale ou la nocturne de tel ou tel animateur radio. Donc sur ça, les réseaux sociaux et les plateformes type YouTube ou autres ont considérablement changé la donne. Après, j'ai travaillé dans des startups qui étaient des anciens clients en fait, de quand j'étais chez Mediapost. Peu à peu, j'ai commencé à rentrer dans la vie de l'enseignement et dans la recherche. J'ai fait mon doctorat que j'ai fini en 2021, qui était consacré aux réseaux sociaux et aux communautés virtuelles. Et depuis, je suis entre les deux. Donc là, cette année, j'ai passé un petit peu plus de temps sur des missions pédagogiques et presque plus du tout de temps sur de l'accompagnement professionnel. Ça va rebouger un petit peu l'année prochaine. Donc voilà mon parcours et ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ok, c'est super parce que donc nous, dans le podcast, on parle engagement, on parle digitalisation et puis bien évidemment, on va en parler de l'engagement sur le digital. Alors, avant qu'on rentre sur des choses plus spécifiques, maintenant qu'on sait qui tu es, quelle serait ta définition de l'engagement? Alors, c'est une question qui est vraiment intéressante parce que l'engagement est devenu, comme beaucoup de termes aujourd'hui, une notion qui a été beaucoup utilisée dans tout un tas de contextes. Or, je pense que entreprise, manager, client, public, professionnel, ou même enseignants, professeurs, n'ont pas tous la même définition et la même représentation de ce que peut être l'engagement. Moi, ce que j'en ai retenu de ma thèse, c'est que la définition la plus consensuelle consiste à voir l'engagement comme le degré d'intensité dans la relation qu'il peut y avoir entre un individu et l'objet de son engagement, qui peut être une marque, qui peut être un produit, qui peut être un parti politique ou une cause vis-à-vis de laquelle on s'engage, qui peut être une cause mais personnelle. Je sais pas, ma perte de poids ou ma vision de ce qu'est la performance, je veux arriver à courir à telle vitesse, machin de ça. Ça peut être l'engagement par rapport à un jeu vidéo, par rapport à une communauté, par rapport à plein de choses. Mais il y a systématiquement cette idée de relation et de l'implication, de l'intensité qu'on y met.
Pour certains, du coup, l'acte d'achat, ça fait partie des manifestations d'engagement, parce que si j'ai une relation forte avec une marque, à minima, j'en achète les produits, je suis les nouveautés, j'en suis client. Pour d'autres, c'est deux choses qui sont complètement décorrélées. Enfin, en tout cas, il n'y a pas un lien systématique entre les deux, parce que on a des produits qu'on achète de façon régulière, presque quotidienne, mais vis-à-vis desquels on a un peu d'engagement. Je ne sais pas, les piles que je mets dans ma télécommande, ou mes cotons-tiges, ou ta cartouche d'encre pour ton imprimante si tu en as une. Peut-être que c'est des achats réguliers et que comptablement, tu es une cliente fidèle, régulière, qui a même développé en fait ces actes d'achat. Quel est ton engagement vis-à-vis, je ne sais pas, de Office Depot, de Mazda ou de Lotus, ta marque de coton-tige, bah, c'est discutable. À l'inverse, tu peux avoir des gens qui sont fans de Ferrari ou fans de Jaguar, mais qui n'en seront jamais clients. C'est-à-dire que y a une décorrélation probable entre les manifestations physiques ou transactionnelles et l'acte d'achat en premier lieu, et la notion de relation qu'il peut y avoir, je pense qu'en politique ou, ou religieusement, pareil, ça peut être un objet d'engagement, la religion aussi, ou la religiosité. La question reste la même. Mais je définirais simplement ça comme un degré d'intensité, un degré d'implication dans la relation que tu peux avoir avec l'objet de ton engagement, quel qu'il soit. Donc, alors, un peu comme moi, tu fais partie d'une génération qui a connu le avant-digitalisation, en étant quand même, certes, relativement jeune, mais on n'est pas nés, nous, avec les réseaux sociaux, etc. On les a vus, on a appris à s'en servir, on a participé d'une façon ou d'une autre à leur développement. Mm-hmm. Est-ce que tu vois une différence dans cet engagement, par exemple auprès d'une marque, entre avant les réseaux sociaux, avant le digital, et puis aujourd'hui, à l'ère de la digitalisation? Ah oui, alors il y a une différence qui est double. Je pense, la première, c'est que fatalement, la digitalisation, elle a amené beaucoup de simplicité, et, beaucoup de simplification en tout cas, dans la gestion de la relation que la marque peut avoir avec ses publics. C'est-à-dire que avant, l'engagement, il passait quand même par une implication physique, il fallait se déplacer, il fallait aller à la rencontre de l'information, il fallait se documenter. Donc il y avait quand même une partie de la démarche que l'individu, le public, doit faire par lui-même. Aujourd'hui, cet aspect des choses, il est quand même considérablement simplifié, parce que la marque peut aller à la rencontre de son public, le public n'a plus forcément à faire la démarche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai en tête et qui n'est pas forcément positif, c'est que du fait de cette simplification, l'engagement demande probablement moins d'efforts qu'avant, ce qui veut dire que avec cette culture de l'engagement et de l'implication, et on a de plus en plus d'études qui sortent, comme quoi les jeunes générations, elles veulent du sens, elles veulent avoir l'impression que quand elles choisissent un job ou quand elles choisissent quelque chose, en fait, c'est un choix de vie et elles s'engagent dans quelque chose. Avec la digitalisation, l'effort étant moins important, l'engagement il est beaucoup plus fluctuant, beaucoup plus volatile. Et du coup, on voit quand même un certain nombre de moments où on a des individus qui s'engagent dans quelque chose avant tout parce que c'est facile et que c'est accessible. Et je pense, on ne peut pas parler de digitalisation aujourd'hui sans parler par exemple des théories du complot, qu'elles soient justifiées ou pas. Je prends un exemple volontairement très caricatural, en tout cas très schématique, mais tu as quand même aujourd'hui toute une génération qui va naturellement s'orienter vers tout un tas de sites et de contenus complotistes, avant tout parce que c'est simple, que c'est facile d'accès, que c'est facile à comprendre, que ça se digère vite, et que c'est beaucoup plus facile de penser qu'il ne faut pas se vacciner parce qu'il y a la 5G dans le vaccin, et que le gouvernement a envie de savoir à quel moment on a envie de déjeuner pour nous implanter l'information qu'il faut manger des pâtes lustu crues, ou je ne sais pas quelle autre joyeuse théorie j'ai pu avoir chez mes élèves les années précédentes. Plutôt que de remettre le truc en question, on peut tout à fait être contre le vaccin, se dire que c'est pas légitime, se dire que il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont sujets à discussion, et avoir une analyse qui va être plus complète, qui va nécessiter encore une fois de se documenter, de faire l'effort, de se mettre au niveau, parce qu'on n'est pas médecin, on n'est pas épidémiologiste, et du coup, pour comprendre ce qui se raconte, il faut monter en compétences. Or aujourd'hui, la digitalisation donne un accès immédiat, rapide, prédigéré, entre guillemets, qui fait que il y a des accès. Est-ce qu'il y a une maturité? Est-ce qu'il y a une compréhension? Est-ce qu'il y a toujours ce sens de l'effort? C'est plus discutable. Ça se résume, je trouve, il y a un principe qui est très simple, qui est
le principe ou la théorie, j'aime pas trop ce mot-là, mais le principe de Brandolini qui dit en fait on peut balancer une absurdité en 10 secondes et être convaincant. Par contre, la personne qui doit passer après et qui doit vous expliquer pourquoi cette absurdité est une absurdité, et qui doit vous expliquer que c'est plus compliqué que ça et qu'on ne peut pas résumer ça, machin, ça prend pas 10 secondes, ça prend beaucoup plus. Donc en fait, la digitalisation, malheureusement, aujourd'hui, elle met en lumière, elle met en évidence un petit peu ce type de mécanique, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'aller chercher des gens qui nous disent ce qu'on veut entendre, que ça sert à rien de faire des études, que il faut pas faire confiance, que il faut pas se vacciner, que de toute façon c'est un complot pour empêcher les gilets jaunes de manifester ou je ne sais pas quoi, plutôt que de se dire écoutons tous les points de vue, même ceux qui nous déplaisent, faisons une analyse, concentrons-nous, retournons dans le passé, voyons ce qui s'est déjà fait. Oui, ça prend du temps, oui, c'est un effort, et en fait aujourd'hui on a décorrélé l'aspect engagement de la dimension effort. C'est avantageux à certains moments parce que c'est plus pratique pour tout un tas de publics, mais ça participe aussi à une culture de faut que ça aille plus vite, faut que ce soit plus facile, faut que ce soit plus marrant, faut que ce soit plus simple. Donc ça compromet, ça dénature un petit peu cette notion d'engagement, la notion d'implication, qui nécessite dans l'idée de faire un effort. Cet effort, il est plus aussi systématiquement au rendez-vous. Voilà. Oui, alors pendant longtemps, on a considéré effectivement qu'engagement, c'était notamment cette notion de fidélité à la marque, de je dépense pour la marque, je vais acheter la marque, si elle n'est plus disponible dans un magasin, je vais dans celui d'à côté. Effectivement, aujourd'hui, on n'a plus ça, notamment parce qu'aujourd'hui, je veux un produit, je vais l'acheter en ligne et puis il va m'être livré, il arrive chez moi, si possible dans les 2 heures ou dans la journée et compagnie. Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, quand les marques vont chercher de l'engagement ou vont aller chez leurs prestataires marketing comme en disant on veut de l'engagement, est-ce que tu considères que cet engagement, il a toute la valeur qu'on veut bien lui donner aujourd'hui? J'ai l'impression que c'est quand même le Graal. Je veux de l'engagement sur ma marque. Alors en fait, à nouveau, il y a une vision un petit peu, il y a une dimension un petit peu hétéroclite, très contextualisée de ce que les marques sous-entendent par l'engagement de leur public. Il y a encore quelques années, le nombre de likes était un objectif, un KPI comme on dit, qui était significatif et qui était même déterminant. Aujourd'hui, beaucoup de marques te diront que c'est insignifiant. Je ne sais pas si elles ont raison ou tort, c'est pas la question. Je pense qu'à nouveau, ça dépend des contextes. On va chercher l'acte d'achat, on va chercher un taux de clic, un taux de rebond éventuellement. Il y a un certain nombre de KPI quanti. Je ne suis pas certain qu'il y ait un système au sein duquel on peut régulièrement, systématiquement dire voilà ce que c'est qu'une vraie preuve d'engagement, voilà ce que c'est qu'une vraie manifestation d'engagement. Et je pense qu'il faut décorréler ça d'une logique d'implication, même si c'est dans la définition de base, parce que on vit quand même à une époque où on est obligé de constater que les marques qui fonctionnent le plus et qui ont le plus l'adhésion, la préférence, donc peut-être l'engagement de leur public, ne sont pas du tout les marques les plus performantes, les plus exemplaires, les plus honnêtes. Beaucoup de gens ont, quand je suis dans les couloirs de l'école, où on est quand même une école en alternance avec un grand nombre d'étudiants, d'apprenants qui ne viennent pas de familles très bourgeoises et très aisées, je suis quand même toujours hyper impressionné par la quantité d'iPhone 14 et de Jordan. Moi qui suis fan de sneakers, je suis bien placé pour savoir que ça coûte un bras. De Jordan série limitée que je vois, portés par des étudiants qui ont objectivement très peu de moyens et parfois qui rouspètent quand il faut payer 50 balles une certification, même si c'est pour eux. Et c'est un paradoxe qui n'est pas du tout à mettre en avant pour te montrer que nos étudiants manquent d'intelligence ou de discernement. Je pense que la pyramide de Maslow, elle est probablement moins linéaire qu'elle ne l'était il y a quelques années. Mais c'est-à-dire qu'il y a une décorrélation entre les marques qui devraient avoir du sens pour eux, leur permettre d'identifier une vraie proposition de valeur et les marques dont ils sont effectivement clients réguliers, clients fidèles, clients assidus. On a beaucoup d'étudiants qui nous expliquent qu'ils sont anti-américains, anti-World Company, qu'ils ont des convictions écologiques fortes. Ils ont tous un iPhone.
Apple, c'est quand même, c'est pas du tout pour cracher sur Apple, hein, de toute façon, ça n'aurait aucun intérêt, aucun sens de là où on est, mais c'est quand même la marque américaine, World Company par essence, qui pollue, mais dans des conditions assez graves, euh, qui a réussi en quelques années à nous faire admettre que on considère comme une innovation de premier plan des produits, et c'est pas de moi, qui sont d'une dangerosité presque létale en termes d'écologie, de consommation, de dépendance. On peut parler de dépendance. Euh, nos étudiants qui sont loin d'être bêtes le savent et le comprennent tout à fait. Pour autant, euh, là, on peut parler d'engagement, et au niveau quanti, et au niveau de l'acte d'achat, et à travers n'importe quel KPI qu'on pourrait aborder là maintenant. Donc non, je pense qu'il y a une décorrélation. Je pense que la notion de valeur qui devrait aller avec l'engagement, qui devrait susciter, conditionner l'engagement, elle-même, elle a changé de définition, elle a changé de format, elle a changé de modèle. Et je pense qu'il y a, ça va avec une certaine perte de repères dont on parlait en amont tout à l'heure, avant de commencer à enregistrer. Je pense qu'il y aurait énormément de choses à avoir en tête. Aujourd'hui, les marques qui suscitent le plus l'engagement de leur public, quel qu'il soit, encore une fois, ne sont pas du tout les marques qui ont la proposition de valeur la plus évidente, la plus identifiable, et la plus légitime, quoi. Donc non, non, il y a une décorrélation sur absolument tous les maillons de la chaîne, je pense. Et alors, comment est-ce que tu vois justement la possibilité aujourd'hui, peut-être de recréer une forme d'engagement qui soit qui ait plus de sens, qui soit plus basée sur des valeurs? Parce qu'on a vraiment l'impression aujourd'hui que finalement, on est sur une société du paraître, hein, ça fait quand même quelques années maintenant. On est sur ce qui va buzzer sur les réseaux sociaux, sur ce qui va faire un trend sur TikTok, sur ce qui va être Instagrammable. Il y a même des marques qui disent, bah voilà, on a fait un setting qui est complètement Instagrammable pour pouvoir justement attirer des jeunes. Est-ce que toi, tu vois une façon de pouvoir revenir à des choses qui ont peut-être plus de sens en termes de valeurs, qui pourraient correspondre d'ailleurs aux valeurs que prônent nos étudiants, qui sont le respect de l'environnement, qui sont la RSE en règle générale, parce qu'il y a aussi du social qui va entrer dedans, mais qui aujourd'hui, effectivement, quand on voit Apple, bon, pareil, je ne vais pas cracher dessus, j'ai un iPhone, après je ne le change pas tous les 6 mois, mais comment est-ce que, selon toi, on pourrait aujourd'hui réussir peut-être à revenir non pas en arrière, parce que je pense que ce n'est pas le propos ici, mais peut-être à retrouver un système où l'engagement soit peut-être plus dense, plus impliqué. Alors, en toute humilité, parce que c'est toujours très facile de faire le truc et de dire il faudrait faire ça, les marques sont bêtes, les dirigeants n'ont rien compris, machin, quand on est sur un canapé en train de discuter. Je pense que ça passe par trois choses. La première, c'est que je pense qu'aujourd'hui, et je le dis en m'incluant dans le lot, parce qu'en étant dans l'enseignement, je suis obligé d'en tenir compte à titre presque personnel, il faut peut-être arrêter de former des étudiants à des modèles de réussite qui font qu'on est avant tout ou après tout en train d'éduquer des consommateurs et pas autre chose. Et que la réussite passe par un statut social, par un niveau de salaire qui lui-même s'exprime par notre capacité, notre habilité à consommer des super voyages, des super fringues, une super bagnole, un super équipement. Donc je pense qu'en amont, c'est presque une question d'éducation avant même les business schools. Et je pense que c'est en bonne voie, mais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut peut-être arrêter de considérer que la réussite, c'est une réussite qui est financière. Je le voyais il n'y a pas très longtemps, des influenceurs complètement débiles, car il y en a encore, qui expliquaient moi, je n'aime pas qu'un professeur explique aux étudiants ce que c'est que la réussite, car de mon point de vue, un professeur n'est pas un exemple de réussite, parce qu'un professeur ne gagne pas grand-chose. Un professeur fait ce qu'il aime. Si c'est pas le cas, on peut effectivement parler d'échec, mais la plupart d'entre eux sont là parce qu'ils ont envie d'être là. Un professeur qui a fait un doctorat, il est allé au bout de sa démarche. C'est beaucoup plus que ce que peuvent dire tout un tas de professionnels. Et un professeur qui bosse dans une école en alternance, il a au moins la satisfaction de se dire qu'il participe activement à l'ascenseur social. Alors effectivement, si on aborde ça uniquement sous le prisme financier, un professeur ne finit pas forcément richissime, en tout cas pas du fait de son activité de prof. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez significatif. Il faut probablement commencer à intégrer, et le plus tôt est le mieux, le fait que
on n'est pas que des consommateurs et la réussite, elle n'a pas une traduction qui est uniquement ou avant tout consumériste. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a parlé des consommateurs, je pense qu'il faut parler des marques aussi. Je pense que les marques aujourd'hui, et ça c'est quelque chose qui me déstabilisait énormément quand moi-même j'étais en entreprise, veulent développer l'engagement de leurs consommateurs, mais s'interrogent beaucoup plus sur la façon d'y arriver que sur la valeur véritable de ce qu'elles proposent. Je caricature à nouveau, mais chez Danone, on passe plus de temps à se demander comment séduire les consommateurs qu'on en passe à se demander comment faire de meilleurs yaourts. D'ailleurs, chez Danone, on ne veut pas forcément, je ne critique pas Danone en particulier, hein, c'est un exemple très schématique encore une fois, mais chez Danone, la priorité est peut-être pas nécessairement de faire des yaourts qui sont meilleurs. La priorité, c'est que les gens en achètent plus. Chez McDo, la priorité, c'est qu'il y ait encore plus de trafic et de click and collect et de commandes via Uber Eats ou Deliveroo, tout ça. Je pense que c'est plus une priorité que de se dire comment est-ce que demain on fait des produits de meilleure qualité. Et je pense que malheureusement, à nouveau, c'est pareil sur tous les maillons de la chaîne. Pour moi, la vraie, que ce soit en tant qu'ancien professionnel ou en tant que chercheur sur la question, la seule vraie clé pour avoir un engagement qui est durable, qui est soutenu et surtout qui est sain, on n'en a pas parlé, mais c'est un aspect qui est important, c'est de se dire objectivement ce que je fais est bien, ce que je fais a de la valeur, ce que je fais a du sens, et du coup, assez logiquement, les gens vont s'en rendre compte et vont finir par venir. C'est un petit peu dans mes toutes premières expériences professionnelles, quand j'étais en stage, j'étais dans des labels, dans des maisons de disques, où pareil, on passait beaucoup plus de temps à se demander comment faire adopter un artiste qu'à se demander comment faire en sorte qu'il puisse améliorer la qualité artistique de ce qu'il fait, quoi. Ce qui est déjà un jugement de valeur, mais en fait, on le voit bien 20 ans plus tard quand on voit l'état de la musique française. C'est pas une vanne, hein, mais je trouve que c'est aussi une illustration. On n'a pas forcément des artistes qui se prennent énormément la tête sur la qualité de ce qu'ils font. On a des artistes qui se prennent énormément la tête sur les réseaux sociaux à développer une fanbase et qui font parfois beaucoup plus parler d'eux que de leur musique. C'est-à-dire que toute proportion gardée, je pense que c'est aussi un point de vigilance par rapport aux marques et aux entreprises d'une manière générale, plutôt que de se demander comment séduire plus de personnes, ou plus longtemps, ou plus durablement, ou de façon plus marquée, on peut se demander si on est toujours aussi séduisant. J'ai beaucoup de gens autour de moi, là, pour un papier, j'étudie à nouveau des communautés de consommation, et notamment des communautés écolo. Il y a de plus en plus de gens qui font les choses par eux-mêmes, qui fabriquent par eux-mêmes, qui cuisinent par eux-mêmes. Et c'est absolument pas parce que c'est devenu trop cher d'aller au restaurant, comme on pourrait le croire. Ça l'est parfois. Mais j'ai aussi une majorité de gens, quand je les interroge, qui me disent moi, ce qui me dérange, c'est pas que le prix ait augmenté, c'est que le prix augmente alors que la valeur baisse. Moi, ce qui me dérange, c'est pas que quand je vais à la boulangerie, je sais pas, mon éclair au chocolat ou mon millefeuille ou ma religieuse au café, le prix a augmenté. Ce qui me dérange, c'est que c'est plus petit qu'avant et c'est beaucoup moins bon qu'avant. C'est-à-dire qu'on sent que les produits sont d'une qualité moindre. Pareil quand je commande ma pizza, machin et tout. Du coup, je les fais moi-même parce que finalement, je préfère m'engager à apprendre à faire sans. Et donc, on peut parler d'un engagement négatif, entre guillemets. Il y a des chercheurs qui ont théorisé ce truc-là. Je pense notamment à Rebecca Dolan. C'est pas du tout un engagement par rapport à j'apprends à faire des choses moi-même, c'est un engagement genre je ne veux plus dépendre des marques qui m'imposent de payer très cher un truc qui est beaucoup moins bien qu'avant, et les plus âgés ils peuvent comparer, ils savent ce que c'était avant. Quand on se la joue en disant ah c'était mieux avant et ça aussi c'était beaucoup mieux avant et machin, aujourd'hui ça croise quand même une certaine forme de réalité, c'est-à-dire qu'il y a un rapport qualité-prix, quantité-prix qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui font par eux-mêmes. C'est moins un choix que la reconnaissance d'une nécessité, et je pense que le premier acte fort que peuvent faire les marques aujourd'hui, c'est renouer avec une certaine forme de qualité, en fait, de valeur, mais qui n'est pas une valeur suggérée, qui serait quelque chose de tout à fait objectif, quantifiable et vérifiable. De dire, vous venez chez nous parce qu'on est objectivement la meilleure offre aujourd'hui, et pas parce qu'on a réussi à trouver le discours juste et à donner l'impression à ce sentiment de satisfaction. Et ça, pareil, c'est quelque chose qu'on peut distinguer à tous les maillons de la chaîne. On parlait politique tout à l'heure, peu importe la conviction politique qui est la tienne, on est quand même obligé de se rendre compte qu'aujourd'hui, on a des individus qui parlent beaucoup, comme je suis en train de le faire, mais qui ont... C'est ce qu'on te demande. Oui, mais qui ont comment dire,
Finalement, je pense que la plupart des hommes politiques de premier plan aujourd'hui, que ce soit au gouvernement ou dans l'opposition, ils sont quand même là depuis un moment. On peut se demander ce qu'ils ont produit, ce qu'ils ont accompli, ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils ont amélioré. La réponse n'est pas folle. La question est simple, la réponse est compliquée. Ou alors malheureusement, la réponse elle est très simple aussi. C'est-à-dire que plutôt que de chercher à se faire élire, on pourrait imaginer qu'ils cherchent à améliorer effectivement les choses. Et c'est un petit peu, là pareil, c'est un parallèle très schématique. Ce qu'on peut reprocher à certaines marques, elles ne cherchent pas à améliorer ce qu'elles font, elles cherchent à conserver et développer leur clientèle, mais sans forcément passer par la case est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui, ça a du sens et ça a de la qualité. Ça peut ne pas avoir de sens. Un fast-food, c'est un fast-food, ça n'aura jamais véritablement du sens si on aborde les questions écologiques, durables, machin. Mais on peut se dire, quitte à aller au fast-food une fois de temps en temps, autant faire un truc qui, oui, va coûter un petit peu plus cher, mais qui est vraiment bien. Parce que c'est local, parce que c'est de la qualité, parce que c'est bon, parce que c'est machin. C'est-à-dire que ça va de moins en moins vite, c'est de plus en plus cher, c'est de moins en moins bon, et c'est qu'une question de temps avant qu'on apprenne qu'en fait, si ça se trouve, ce truc-là Il est cancérigène. rend aveugle ou donne le cancer de je sais pas quoi, ou nous fait devenir bipolaire, et ça expliquerait pourquoi la population bipolaire à Paris elle a considérablement augmenté. C'est parce que c'est l'endroit d'Europe où il y a le plus de McDo au mètre carré, si tu veux. Donc, enfin. Oh là, la théorie du complot, attention. Et là, on est dans la théorie du complot à fond la caisse. Mais en fait, il y a cette question de fond qui est de dire, c'est exactement en innovation pédagogique, une discussion qu'on a eue avec pas mal d'intervenants qui se posent aujourd'hui la question des IA et de ChatGPT et comment on fait. Et demain, on va plus avoir de métier parce que les étudiants iront sur des IA, fabriqueront eux-mêmes les contenus dont ils ont besoin et on ne servira plus à rien. Bah, c'est vrai si tu n'as que peu de valeur ajoutée en tant qu'intervenant, en fait. L'intervenant qui a de la valeur et qui est capable de captiver son public, sa classe, son audience, peu importe comment on appelle ça, il aura toujours une valeur qui est difficilement remplaçable par une IA ou un logiciel, quoi. Et la question, elle se pose exactement de la même façon pour les entités. La question, c'est pas l'engagement des publics, la question, c'est qu'est-ce que tu fais pour eux. Encore une fois, c'est facile à dire, mais je pense que la véritable question aujourd'hui, elle est là. Plutôt que d'aborder les sites, les plateformes, les réseaux sociaux, les influenceurs, ou tout un tas de canaux qui peuvent avoir du sens, qui peuvent avoir de l'impact, qui peuvent avoir une performance, peut-être se reposer des questions de fond qui consistent à se dire comment on fait pour que les yaourts soient meilleurs, quoi. C'est assez marrant ce que tu dis parce que finalement, ça fait quand même quelques années maintenant qu'on nous bassine avec le customer centric. On va placer notre client au centre de nos réflexions, de notre stratégie, pour lui proposer ce dont il a besoin, le mieux pour lui. Mais finalement, on se rend compte que c'est pas vraiment ça, malgré tout. Bah, le vrai problème, de mon point de vue, c'est que le client est en train d'accepter ça. Parce que si tu prends nos élèves, moi je fais un baromètre chaque année sur leur pratique digitale, quelque chose que je trouve discutablement choquant, c'est que moi j'ai quand même la grande majorité de mes élèves qui me dit que quand ils commandent un plat via un Deliveroo, un Uber Eats ou autre, parfois il leur arrive de changer leur commande pour prendre des produits qui vont venir d'un restaurant dont ils savent qu'il est moins bon, mais ça va arriver plus vite. D'accord. C'est-à-dire que je sais que c'est moins bon, c'est pas forcément moins cher, ça l'est même parfois plus de ce qu'il me dit, mais en revanche, là, je vois qu'il y a probablement 40 minutes, et là, il y a 15 minutes, donc je vais choisir les 15 minutes. Donc je préfère un truc plus rapide, mais moins bon. Et c'est pareil, un truc que moi, je trouve absolument choquant, et les gens qui vont écouter ce podcast peuvent se poser la question, parce que à chaque fois que j'en parle, je me rends compte que c'est un phénomène de masse. La quasi-totalité de nos étudiants sont des consommateurs assidus des contenus Netflix. Et aujourd'hui, plus des 2/3 d'entre eux, ça évolue chaque année, mais je repose la question chaque année, plus des 2/3 d'entre eux me confirment que sur une base très régulière, il leur arrive de passer l'essentiel de leur soirée à chercher un contenu plutôt que d'en regarder un. C'est-à-dire qu'ils font défiler toutes les suggestions, ils font défiler toutes les possibilités, et les séries, et les films, et les documentaires, et les mangas, enfin les animes si c'est leur truc, tout ça, pour finalement ne rien trouver qui les tente, et finir par regarder des trucs qu'ils ont déjà vus. Et la dernière fois que j'ai fait le test, je dépassais les 70%, c'est-à-dire que je dépassais allègrement les 2/3. J'étais quasiment aux 3/4, c'est-à-dire que j'étais entre 70 et 75%, qui me disent, il m'arrive de relever le nez
il est 22h45, il est 23h30, je n'ai toujours pas commencé à regarder quoi que ce soit. Donc j'ai perdu ma soirée, pour pas dire autre chose. J'ai fait défier toutes les possibilités, y compris des trucs où à un moment je m'étais dit ça je le regarderai. En fait, j'ai pas envie de m'y mettre. C'est-à-dire qu'il y a cette notion d'effort, j'ai pas envie de découvrir un nouveau truc. Il y a cette notion de je sais que c'est moins bien, mais je vais regarder un truc que je connais déjà parce que plus facile, plus pratique. Donc chaque année, je regarde à nouveau Peaky Blinders ou des séries que j'ai déjà vues et dont je sais entre guillemets que c'est pas déplaisant, mais du coup je ne découvre rien. Et finalement, je préfère aller vers des trucs qui sont peut-être moins bien, mais j'ai moins de chances d'être déçu, que de m'ouvrir sur autre chose. Donc tu as à nouveau cette notion d'effort qui est pour moi inhérente à l'engagement. Tu as cette notion de je vais au plus simple, je vais au plus facile, c'est-à-dire que finalement, le consommateur lui-même, il admet le fait que la qualité, elle n'a pas toujours à être au rendez-vous. Je trouve ça assez embêtant parce que ça veut dire que quelque part, on est en train d'habituer les gens à... on est en train de créer un fond normatif, entre guillemets, qui se base pas sur une recherche perpétuelle de qualité, d'amélioration, d'optimisation, mais qui se base sur un côté c'est plus simple, ça va plus vite, c'est plus facile, c'est plus marrant. Et aujourd'hui, de la même façon, à l'autre bout en fait de la chaîne, tu as des marques qui se disent on veut pas avoir les meilleurs produits, on veut avoir la plus grande audience ou la plus grande part de marché, enfin, on veut être les numéros 1. Et écologiquement, durablement, il y a tout un tas de situations dans lesquelles on est aujourd'hui parce que tu as des marques qui veulent avant tout être numéro 1. Mais être numéro 1 sans forcément améliorer la qualité de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être numéro 1, on prend les opérateurs téléphoniques, ils ne veulent pas avoir la meilleure qualité de réseau. Ils veulent avoir le plus grand nombre d'abonnés. La plus grande part de marché, le plus grand nombre d'abonnés. Donc ils vont baisser leur prix pour un truc. Moi je trouve ça pareil, assez étonnant de voir des étudiants qui me disent je suis chez Free, ça ne marche pas. Change d'opérateur. Non, parce que c'est quand même moins cher. Mais c'est oui, moins cher, mais... c'est moins cher, ok, mais c'est moins cher pour un truc qui fonctionne pas souvent, pas toujours, pas comme on voudrait. Donc en fait, ça reste quelque chose de très compliqué. Et aujourd'hui, les opérateurs ou autres, hein, on s'en fiche, hein, mais tu as beaucoup de marques qui veulent être numéro 1 au détriment d'un certain nombre de préoccupations durables, environnementales, écologiques. Et malheureusement, c'est pas elles qui payeront cette addition-là. Mais qui ne veulent pas être numéro 1 quand on aborde la question de la qualité du service, de la légitimité ou de la crédibilité. Elle veut juste, encore une fois, on ne veut pas que le produit soit meilleur, on veut qu'il y ait plus de gens qui l'achètent. Donc l'engagement aujourd'hui, malheureusement, côté client, il est décorrélé de la notion d'effort. Je me documente et j'essaie de comprendre ce que je fais. Et côté entreprise, très souvent, il est décorrélé de la notion de qualité qui consiste à dire comment j'améliore ce que je propose. Ce n'est pas la question. Donc en fait, il manque aussi un engagement de la marque envers ses clients. L'engagement est mutuel, au sens... il devrait être mutuel, au sens presque biblique du terme, puisque les premières fois, même dans la littérature, on parle d'engagement, on parle de l'engagement des époux, en fait. Donc il y a cette notion de réciprocité, de mutualité. Et aujourd'hui, une marque qui, en plus, via la digitalisation, dont on parlait tout à l'heure, elle est de plus en plus observée, décortiquée, analysée, commentée, viralisée par des publics, y compris des publics qui ne sont pas clients. La plupart des gens qui crachent sur McDo sur les réseaux sociaux ne sont pas des clients McDo de fait. Tu vois. Une marque aussi, elle a un devoir de s'engager pour le bien-être ou une meilleure situation ou un avantage qu'elle va proposer à ses clients. Ce qui est le cas, en tout cas sur le papier, la plupart du temps, et c'est peut-être véritablement le cas. Il y a aussi plein d'exemples de marques qui ont considérablement amélioré ce qu'elles font. Hein. Mais ça n'est probablement pas aussi répandu, aussi systématique que ça devrait l'être. Aujourd'hui, les marques se demandent comment séduire et peut-être pas assez souvent ou pas systématiquement comment véritablement être séduisant, c'est-à-dire comment véritablement améliorer le truc. Donc l'engagement de la marque vis-à-vis du client, il est peut-être aussi hyper discutable, effectivement. En tout cas, il n'est pas toujours au rendez-vous. En parlant de marque, justement, qu'est-ce que tu penses de l'initiative de Patagonia ? Alors, je connais pas dans le détail. Je sais ce que j'en ai vu et je pense que le grand public dans sa globalité a vu. Je trouve qu'effectivement, on se rapproche de quelque chose qui correspond plus au standard que je te décrivais.
est-ce que c'est durable dans le temps? Est-ce que c'est un coût médiatique et ça va avoir une durée de vie limitée? Si, et beaucoup de marques l'ont fait, les parts de marché dévissent, mais d'une façon trop importante et que ça commence à susciter de l'inquiétude, les boss qui sont à l'origine de la démarche seront remplacés par d'autres. Mais je trouve que c'est une démarche qui est vertueuse, comme l'ont été, alors dans d'autres domaines, des Too Good To Go ou des back market ou ce genre de choses. Mais premièrement, c'est rare. Deuxièmement, il y a quand même un moment où le public aussi doit accepter de faire un effort. Et cette notion d'effort, à nouveau, elle n'est pas toujours hyper présente, elle n'est pas toujours au rendez-vous, surtout chez les jeunes générations qui sont très, très paradoxales dans leur façon d'approcher ces concepts. Mais oui, je pense qu'on se rapproche d'un modèle. Le problème, c'est que Patagonia, quand je pense à tous les problèmes de qualité de la marque et de durabilité, d'écologie, d'environnement, spontanément, je ne pense pas à Patagonia. C'est-à-dire qu'ils ont la légitimité pour le faire, mais il y a tout un tas de marques, ce qu'on appelle aujourd'hui la fast fashion ou assimilée fast fashion, où disons que c'est très positif de voir des marques comme Patagonia modifier leur démarche et communiquer dessus, pour donner un exemple aussi. C'est quand même plus problématique de voir qu'à côté de ça, quand tu as cette marque chinoise que j'ose à peine citer, qui ouvre un magasin éphémère dans Paris, tu as la queue comme si c'était, je sais pas, un truc, vraiment un événement culturel. Tu vois qu'il y a des communautés entières qui se donnent rendez-vous et que quand tu as des écolos qui viennent les haranguer le long de la file en leur disant mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire, la réponse la plus fréquemment donnée visiblement c'est de dire mais toutes les marques polluent, au moins eux ils assument, donc arrêtons avec l'hypocrisie, ce qui peut aussi s'entendre, mais c'est aussi la preuve que cet effort les clients vont pas le faire. En tout cas, c'est un peu réducteur ce que je viens de dire, c'est un peu simpliste, mais on voit qu'il y a une problématique de fond sur le fait que tu as effectivement tout un tas de publics qui vont te dire on veut du sens, on veut des choses plus saines, machin, mais on veut pas payer plus cher, on veut pas attendre plus longtemps. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a formé des consommateurs et on n'est pas vraiment en train de changer cette donne dans le sens où on voit, pareil, ce que je disais tout à l'heure, les produits alimentaires, par exemple, les plus achetés, ne sont pas du tout les plus sains, les plus machins. Et aujourd'hui, le public, il a les moyens de s'en rendre compte parce que ne serait-ce qu'avec un Nutri-Score ou un Yuka, qui sont gratuits et relativement fiables dans l'absolu, ça pourrait être plus facile. Mais il y a des réalités financières, il y a des réalités liées au pouvoir d'achat, surtout en ce moment. Il y a des habitudes avec lesquelles il faut en finir. Il y a aussi le manque d'envie de se documenter, de faire l'effort de comprendre ce qu'il y a derrière un Nutri-Score et comment ça marche, tout ça. C'est compliqué en fait aujourd'hui. Et je pense qu'il y a beaucoup de marques qui ont de l'engagement quantitatif sur le papier, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Et il y a beaucoup de marques, je ne suis pas sûr que Patagonia, par exemple, ils aient gagné des parts de marché en faisant ce qu'ils ont fait. Donc en termes d'engagement, c'est une question qui peut se poser aussi, là, complètement marketingment parlant, entre guillemets, qui est de dire, moi, Patagonia, est-ce que je préfère avoir moins de clients, mais de façon plus durable et qui vont me soutenir sur le long terme, ou est-ce que cette démarche, elle était faite pour aller chercher tout un tas de nouveaux clients qui ne connaissent pas Patagonia, mais qui vont s'en faire une première idée comme ça, et qui vont se dire, voilà une marque à laquelle j'ai envie de donner mon argent. Je ne suis pas certain que cette campagne et surtout cette nouvelle démarche de Patagonia, ça les ait rendus plus rentables et plus performants en termes de part de marché. Après, c'est une habitude chez eux, parce qu'il y avait la fameuse pub il y a quelques années déjà, n'achetez pas cette veste. Ça leur a pas, en tout cas, ça ne leur a pas porté préjudice. Non, alors tu as un autre exemple, je reprends dans la musique, ça vaut ce que ça vaut, mais pareil, je parlais dans mes expériences professionnelles, il y a beaucoup de moments où on a dû aborder la question des nouveaux modèles. La musique, c'est un très bon exemple de ça, puisque nous, enfin moi en tout cas, je viens d'une génération où on achetait des disques, ce qui n'a plus aucun sens aujourd'hui. Déjà, le disque lui-même est un truc, je ne sais même pas si ça existe encore, et surtout les gens ne payent plus pour de la musique, ils payent un abonnement à une plateforme, je ne sais même pas comment c'est redistribué, mais ça ne doit pas être fou. Donc le fait de payer un artiste pour la musique qu'il fait est devenu un truc hors festival et concert qui est compliqué.
tu as des artistes qui ont abordé cette démarche et qui sont comparables à Patagonia. Je pense à des artistes comme, je sais pas, Radiohead, qui à un moment te dit on met notre album en téléchargement libre sur notre site, en avant-première, avant toutes les plateformes. Payez ce que vous voulez payer. Radiohead peut se le permettre, mais, Oui. Mais le principe est de dire si ça vous a plu, donnez-nous ce qui vous semble le plus. Voilà. Je ne sais pas si ça a marché, je ne sais pas si un groupe autre que Radiohead, en gagnant ce qu'ils ont gagné à ce moment-là, pourrait en vivre. La démarche est saine. Il y a plein d'artistes aussi qui te disent, y compris dans nos élèves, hein, je préfère être téléchargé gratuitement sur mes réseaux sociaux, mais au moins j'ai une fanbase et j'ai des gens qui m'écoutent et qui en parlent autour d'eux. Peut-être qu'à un moment, j'aurai un public pour ça, que de dire je commence par demander aux gens de payer une musique que de toute façon ils n'ont pas envie d'écouter, puisqu'ils ne savent pas ce que c'est. Pour les marques, le schéma est un peu le même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une question que posent souvent les écologistes convaincus à des marques. Je reprends l'exemple de McDo, mais dire il y a aussi un moment où on peut considérer qu'on n'a plus besoin de faire plus de thunes. On n'a plus besoin de faire plus de parts de marché, on n'a plus besoin d'ouvrir encore plus de restaurants. Il y a 1300 et quelques McDo en France. Il y en aura bientôt plus que des bureaux de poste ou je ne sais pas, des crédits agricoles ou des kiosques. C'est le deuxième plus gros marché mondial, la France, pour cette marque-là. C'est le thermomètre de l'Europe, c'est-à-dire qu'ils testent tous leurs trucs en France et si ça marche, ils le déploient en Europe. Et il y a tout à fait un moment où on peut se dire ok, on fait assez d'argent. Ok, on peut commencer à... Quelque part, je pourrais tout à fait être contredit aujourd'hui par quelqu'un de chez McDo qui me rappellerait que ils ont considérablement baissé le pourcentage de chimie dans leurs recettes, que c'est moins calorique, que c'est moins calorique qu'avant, qu'il n'y a plus d'emballage plastique, que maintenant ils vendent de l'eau qui sortent eux-mêmes et donc ils vendent plus des bouteilles en plastique et Evian, tout ça machin. Ok, et c'est vrai. Pour autant, de là à ce que McDo, en termes de valeur pure, arrive à convaincre un public qui a des exigences nutritionnelles ou qui a des convictions écologiques, il va quand même se passer un peu de temps. Alors, c'est pas le but non plus, mais à nouveau, il y a cette question de valeur. On peut arrêter d'ouvrir des restaurants à tous les coins de rue et des nouvelles recettes et d'être encore plus racoleur et séduisant et facile et rapide et digital et machin, et se poser la question de la qualité de ce qu'on fait. C'est pareil dans l'automobile, on a parlé de la téléphonie et de l'équipement tout à l'heure. À nouveau, il y a cette question, hein, je pense que Patagonia, ils n'étaient pas trop attaqués sur la notion de la qualité de leurs produits. Je ne suis pas certain qu'ils en aient ressorti grandi en termes de part de marché, malheureusement. Sinon, on en aurait entendu parler. J'imagine que ça aurait déjà fait l'objet de plusieurs chroniques, quoi. Mais pour autant, oui, la démarche est saine et on peut qu'espérer que ça se systématise et que ça se reproduise, y compris dans d'autres univers, sur d'autres marchés pro, en fait, d'autres marchés de consommation. Donc voilà. Et alors, en termes de marketing, justement, parce que donc, tout à l'heure, on parlait un petit peu de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de marques qui voulaient des likes, qui aujourd'hui, finalement, se rendent compte que c'est pas forcément le bon truc, des influenceurs qui, eux, vont promouvoir un certain mode de vie, voire certaines marques. On a une mode aujourd'hui, et qui est apparue de façon assez importante, à la fois sur TikTok et sur Instagram, qui est celle des désinfluenceurs, qui vont dire, ben voilà, vous payez un mascara 35 €, vous avez le même à 10 € et finalement la qualité est meilleure, que ce soit en termes de composition, que ce soit en termes d'effet. Pareil pour des crèmes, c'est beaucoup sur de la cosméto. Est-ce que tu crois un petit peu en ce phénomène ou est-ce que tu dis que c'est un truc qui aujourd'hui est plutôt sympa mais qui va finalement vriller du même côté que des influenceurs, c'est-à-dire que des marques bas de gamme vont utiliser ces désinfluenceurs pour pouvoir promouvoir leurs produits? Alors, sans généraliser, parce que dans les métiers de l'influence, il y a énormément de profils différents. Eux-mêmes, de ce que je vois aujourd'hui, veulent faire observer une différence entre ceux qui se considèrent comme de véritables producteurs de contenu versus les autres. Les autres étant, si j'ai bien suivi, ceux qui viennent de la télé-réalité et qui du coup adoptent une fonction d'influenceur avant tout pour surfer sur un buzz et une notoriété. Et puis migrer à Dubaï. Ouais, voilà, et puis vivre à Dubaï, c'est un petit peu ça, et là on peut parler d'exemplarité aussi. Mais bon, ça commence à être médiatisé quand même, donc j'ai pas l'impression... J'ai l'impression que sur ça, le public est pas dupe. Oui. En tout cas, probablement moins que dans d'autres domaines. Pour te répondre,
Pour moi, il y a un effet de mode. Premièrement, parce que la réglementation fait qu'il y a des influenceurs qui aujourd'hui sont un petit peu obligés de se renouveler et de renouveler ce qu'ils font. Et donc, ils sont obligés d'aller chercher d'autres niches, d'autres créneaux sur un marché qui, premièrement, commençait à saturer et qui, deuxièmement, via la réglementation, va probablement être moins juteux, en tout cas pour la première et la deuxième génération de producteurs de contenu que nous on a connus. Pour autant, je trouve que c'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau. C'est-à-dire que nous, dans nos métiers, on a toujours eu ce qu'on appelle des fact-checkers, des gens, que ce soit en politique ou vis-à-vis des marques, qui te disent ils vous ont expliqué ça, mais c'est faux. Parce que, en fait, oui, le produit a marqué Made in France, mais en fait, il n'est pas Made in France. Il est assemblé en France, mais alors attention, patati patata. Je trouve que c'est très bien parce que de toute façon, n'importe quelle démarche qui permet d'éveiller les consciences et de faire en sorte que les gens se fassent moins, pas escroquer, mais se fourvoient moins souvent dans des démarches qu'ils ne comprennent pas, je trouve que de toute façon, ça n'est jamais négatif. Maintenant, ça reste un créneau vers lequel il y a énormément de gens qui vont, autant parce qu'ils ont des convictions que parce que ils ont l'impression qu'il y a une place à prendre et qu'il y a peut-être un peu de fric à faire. À un moment, comme n'importe quelle bulle, ça va se désengorger, entre guillemets, vont rester les quelques-uns qui ont une légitimité, une expertise et qui sauront la mettre en avant. Et on parle à nouveau de la valeur. C'est-à-dire qu'il y en a tout un tas aujourd'hui, lesquels vont vraiment avoir de la valeur sur le long terme et être capables de rendre les auditeurs plus intelligents et moins crédules, lesquels sont en train de surfer sur des trucs où effectivement c'est de la libye pour te dire paye ton mascara 10 balles, mais du coup achète le mien. Je pense à nouveau que les gens ne sont pas dupes et que à un moment il y a un écrémage naturel qui se fera. Mais je trouve ça très bien qu'aujourd'hui on renoue avec quelque chose que moi j'ai connu quand j'étais en école de commerce il y a très longtemps. On ne parlait pas forcément encore de customer-centric, ou de client-centric, ou de user-centric, mais chez Saatchi, on avait un principe qui était important, qui était le smart consumer, qui est un petit peu désuet maintenant, mais qui n'en a pas fini avec l'actualité, qui est de dire quand on rend son client plus intelligent, quand on lui permet de monter en compétences et quand on l'accompagne dans sa capacité à gérer des problématiques nouvelles, tout ça, ben on a une valeur parce qu'on fait quelque chose pour lui. Et quelque part, c'est un petit peu la vocation de ces, moi j'appelle ça des fact-checkers, mais c'est vrai que ce sont des désinfluenceurs. Je trouve que c'est pas inutile et je pense même qu'au fur et à mesure, on va arrêter de parler d'influence, qui reste un mot globalement négatif, pour rappel. Quand on dit de quelqu'un qu'il ou elle est sous influence, je sais que beaucoup de gens font ce parallèle et que je n'invente rien, hein, bien sûr, mais quand on dit de quelqu'un qu'il ou elle est sous influence, c'est jamais très positif. C'est une façon de dire qu'il ou elle est manipulé. Et aujourd'hui, qu'il y ait des gens qui se rémunèrent en étant influenceurs, je trouve ça intéressant, mais quand je vois nos élèves, j'ai l'impression que la prochaine génération qui arrive, elle n'a pas envie d'être influencée, dans le sens où elle n'a pas envie d'être manipulée. Ce qui est d'ailleurs à nouveau un paradoxe, parce que ils ont passé beaucoup de temps à écouter des gens qu'ils ne connaissent pas, leur expliquer des trucs sur lesquels ils ont peu d'expertise, mais ils n'ont pas voulu écouter des médecins qui leur expliquaient ce qu'il fallait faire. On peut ne pas écouter le médecin et se dire que le médecin est peut-être dans l'erreur ou manque d'objectivité. C'est quand même plus légitime quand nous-mêmes on a fait l'effort de se documenter. Mais je pense qu'aujourd'hui, la notion même d'influence, elle est en train de bouger parce qu'elle-même, elle a été questionnée à travers la notion de valeur ajoutée. Tous les influenceurs n'apportent pas énormément de valeur ajoutée à ce qu'ils font. Et je pense que cette nouvelle génération qui sont un peu en train de déconstruire le modèle et de déconstruire le principe, oui, elle a une place à prendre parce que de toute façon, on va avoir de plus en plus besoin de gens qui font l'effort de se documenter pour nous et de leur apporter une expertise que nous, on n'a pas toujours le temps ou l'envie de constituer, quoi. Donc oui, je pense qu'il y a une place, peut-être pas sous cette forme-là, mais de plus en plus, il va y avoir une place à prendre, c'est clair. Tu vois, un dernier parallèle, mais quand tu passes un petit peu de temps sur LinkedIn, tu vois quand même des générations et des générations de professionnels qui ont travaillé pendant 25 ans et qui sont aujourd'hui des coachs certifiés. Oui. Donc des accompagnateurs. Ça, c'est la reconversion. C'est la reconversion
Ultime. Ouais, en tout cas assez classique, assez systématique, de dire je suis coach, certifié ou pas, accompagnateur dans la réalisation de vos objectifs. Ça peut être thématisé ou ça peut être simplement ce qu'on appelle des coachs de vie. Et pareil, tu en vois beaucoup qui font ça pendant 1 ou 2 ans parce que leur situation financière le leur permet en sortant d'un poste. Puis au bout d'un moment, ils vont reprendre le chemin de l'entreprise. Et d'autres qui effectivement arrivent à construire une activité vont rester là-dedans. On peut imaginer que ceux qui arrivent à construire une activité, c'est ceux qui apportent effectivement quelque chose et qui ont une valeur. Et que quand tu vas les voir, ils font véritablement quelque chose pour toi et ça justifie largement de leur payer des séances pour qu'ils continuent à te permettre de grandir sur quelque chose. Les autres, probablement, un peu comme les intervenants, comme les enseignants avec ChatGPT, sont quand même obligés d'admettre que s'ils ont une valeur ajoutée, ils n'ont pas été capables de la mettre suffisamment en évidence pour qu'il y ait un public qui dise « Ok, c'est ça que je veux. Ok, c'est de ça que j'ai besoin. » Conséquence, à un moment, ils sont amenés à revoir leur modèle ou à retourner en entreprise. Mais à nouveau, c'est un parallèle assez schématique, hein, mais je pense qu'il y a aujourd'hui de la place et un besoin pour les gens qui sont capables de faire effectivement monter leur audience en compétences. Ça, pour le coup, j'y crois beaucoup. Donc finalement, si je résume, aujourd'hui l'engagement est peut-être, en tout cas, demande moins d'efforts qu'avant. En tout cas, ce qu'on voit comme étant de l'engagement aujourd'hui de la part des consommateurs, c'est plutôt l'engagement du moindre effort. Les marques, en revanche, elles, ont un peu loupé leur engagement, puisque leur engagement premier devrait être d'apporter de la valeur à leurs clients. Et puis finalement, on se rend compte que les efforts sont mis plutôt sur le côté marketing, séduction, que sur la conception d'un produit qui soit plus quali. Mais comment est-ce que tu vois, toi, cette évolution? Est-ce que tu es plutôt positif dans le côté, il va y avoir une espèce de prise de conscience de la part des marques, que ce soit des coachs, que ce soit des marques de produits grand public, de produits grande consommation, etc., ou même des agences, des compagnies qui vont travailler sur cette notion de qu'est-ce que j'apporte concrètement en termes de valeur à mon client? Ou est-ce que tu vois un truc qui va continuer à se déliter un peu, ou finalement les marques vont être partisanes de l'engagement du moindre effort de leur côté, qui va continuer à faire passer cet engagement du moindre effort pour les clients? Alors déjà, moi j'intègre, je prends sans souci en compte le fait que, premièrement, à titre personnel, je suis d'une nature assez critique et pas très optimiste. Donc je le prends en pondération, entre guillemets. Et deuxièmement, de par les métiers qu'on fait, on est amené à être dans l'analyse et donc indirectement dans la critique. À nouveau, et c'est jamais un exercice hyper intuitif pour moi, c'est facile d'être critique sur un canapé en disant voilà ce qu'il faudrait faire. C'est comme de regarder le match et de dire il pourrait courir un peu plus vite. Hein, parce que Même moi sur le terrain, tu vas voir. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment où je pense que ça n'est jamais évident. Je suis quand même résolument optimiste pour 2 raisons. La première, c'est que on a un public qui fait peut-être moins l'effort, mais qui a quand même plus de compétences qu'avant et qui est quand même capable de décrypter, d'analyser, de vérifier. Et du coup, on a un public qui est de moins en moins crédule et qui a de moins en moins vocation pardon, mais à se faire pigeonner entre guillemets par les marques. On n'a jamais eu autant de campagnes de bad buzz, on n'a jamais eu autant de campagnes où tu vois des gens dans la rue filmer un truc et dire oh, regardez ce qu'ont fait les livreurs Amazon, regardez ce qu'a fait le monsieur de chez Ikea, regardez. On le voit avec la police pendant les manifestations, tout ça. C'est des situations, elles sont pas hyper heureuses, mais c'est-à-dire que c'est des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a encore quelques années. Aujourd'hui, n'importe quelle personne, tu vois, je prends un exemple et moi ça m'a considérablement choqué il y a quelques semaines. On a vu un illuminé avec un couteau dans un parc s'en prendre à des enfants et il a été maîtrisé par un touriste dont beaucoup de gens se sont moqués parce que je crois qu'il s'est défini comme un touriste catholique ou un truc comme ça, peu importe. Et ce qui était assez étonnant, j'écoutais un chroniqueur parler de ça, il disait on voit les agressions dans le parc en haute définition sous tout un tas d'angles différents parce qu'il y a tout un tas de gens qui ont filmé.
Et il y a tout un tas de gens qui ont filmé, mais il n'y a personne, très peu de gens, pendant les 3-4 premières minutes, et c'est quand même interminable, 3-4 minutes dans cette situation-là, qui se sont dit, je vais peut-être arrêter de filmer et essayer de faire quelque chose. Faire quelque chose ne veut pas dire je vais aller à la rencontre du fou furieux et essayer de le Je maîtriser. lui jette mon téléphone dessus. Mais je peux essayer d'appeler la police, de crier, d'appeler les secours, machin de ça. C'est-à-dire que on n'a jamais eu des images aussi qualitatives d'une agression parce que les gens sont équipés, les gens filment et les gens ont le réflexe de filmer. Moins d'intervenir, mais c'est-à-dire que on voit quand même qu'aujourd'hui, n'importe quel petit fait divers, n'importe quel petit truc, on parlait de TikTok et d'Insta, ils en sont absolument truffés quand tu regardes les shorts ou les reels aujourd'hui. C'est-à-dire que plus de la moitié en 2018 du contenu que tu trouvais sur les réseaux sociaux, c'est du contenu qui est généré manuellement par des gens dont c'est pas le métier. Et plus on avance dans le temps, plus ça augmente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même comparer des prix ou enregistrer le discours d'un vendeur qui t'explique tel ou tel truc, n'importe qui est capable de le faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a quand même en face de nous, enfin les marques ont en face d'elles des publics qui sont en demande, qui ont plus de compréhension, qui ont beaucoup plus vocation et possibilité de décortiquer, d'analyser, de vérifier, de contredire, de comparer, de nuancer et de dénoncer, quoi. Donc ça, c'est un aspect qui est important. Je pense que du coup, le deuxième point, mais qui est complètement concomitant au premier, c'est que les marques, d'une manière générale, sont obligées d'en tenir compte. Elles ont elles-mêmes jamais été autant attaquées. Et elles peuvent plus se permettre de raconter n'importe quoi, d'avoir des pratiques dont on se dit c'est pas grave, les gens ne vont pas s'en rendre compte, puis s'ils s'en rendent compte, on leur dira qu'on savait pas, c'est pas très important. Et puis dans 2 mois, c'est oublié et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, les marques on est quand même dans une mécanique où les marques, elles vont être de plus en plus obligées de faire gaffe à ce qu'elles racontent. Donc, soit assumer un manque de qualité, mais en toute transparence, en disant bah, pour ce prix-là, vous avez ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui communiquent plus du tout sur des valeurs écologiques, solidaires, durables, mais qui disent on est les moins chers. Free, par exemple, moi je parlais des exemples de Free, Free parle beaucoup moins de la qualité de son réseau que du prix de ses abonnements. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils ont fait un choix, ils se sont positionnés de façon assez claire sur leur marché, et quelque part ça a un sens. Il n'y a personne qui va chez Free en se disant c'est probablement le meilleur réseau, c'est-à-dire que les gens ne sont pas ignorants. Donc, quelque part, il y a un fonctionnement, peut-être que chaque marque va être capable de se positionner, de choisir son créneau. Le truc, c'est qu'après, il faut qu'elle soit capable de s'y tenir et elle va susciter un engagement à travers des items qui doivent être cohérents par rapport à ce qu'elle se positionne. Je pense que la marque qui fait tout le temps, j'allais dire c'est fini, ça a fini d'être fini. C'est-à-dire que c'est plus que consommé. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les marques, elles sont obligées de se positionner, y compris sur des sujets qu'elles ne maîtrisent pas. Mais en termes de produits, tu as d'un côté des marques de luxe qui n'arrêtent pas d'augmenter leurs prix. Je ne peux pas trop me prononcer sur la qualité de ce qu'elles font, mais en tout cas, elles n'arrêtent pas d'augmenter leurs prix et elles ne perdent pas de part de marché. De l'autre côté, tu as des marques low cost qui surperforment aussi parce qu'il y a des vraies problématiques de pouvoir d'achat en Europe d'une manière générale et en France en particulier. Et au milieu de tout ça, on a une génération de consommateurs qui veut un petit peu le meilleur des deux mondes, mais qui va être de plus en plus capable de faire ses arbitrages. À nouveau, la pyramide de Maslow... il serait peut-être temps de la redéfinir. En tout cas, elle est plus si linéaire, régulière, systématique qu'elle ne l'était. On voit chez nos élèves, mais même on va laisser nos élèves tranquilles là pour le coup, mais chez nos élèves, chez les Français d'une manière générale, pardon, il y a plein de gens qui n'ont pas de quoi remplir leur caddie, mais qui ont une super bagnole. Il y a plein de gens qui vont être à découvert tous les mois ou en interdit bancaire ou que sais-je, mais ils rigolent pas quand il s'agit de partir en vacances, entre guillemets. À l'inverse, il y a des gens qui vivent très confortablement toute l'année, mais qui vont dire finalement aujourd'hui on ne part plus en vacances parce que les billets d'avion, au-delà de la question écologique, aussi beaucoup de gens qui vivent très confortablement, mais qui vont dire dans mon projet de vie, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfant. C'est pas parce que je n'y crois pas, c'est parce que je n'en veux pas. Donc il y a tout un tas d'engagements psychologiques, personnels, sociaux, auxquels peu à peu on voit des parties de la population qui renoncent. Les communautés child-free sont un parfait exemple de ça, au même titre que des communautés écologiques solidaires, sachant que les child-free, on pourrait faire l'erreur, pour avoir audité le truc, de croire que
je ne veux pas d'enfants pour des raisons écologiques, environnementales, quel monde on va offrir à des enfants. C'est pas du tout pour ça, c'est parce que de leur propre aveu, c'est très assumé. Premièrement, ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec des enfants. Et deuxièmement, ils te disent je ne vais pas l'élever tout seul. Et j'ai interviewé il n'y a pas longtemps une jeune femme qui est cadre et qui n'a pas de problème d'argent, qui me disait moi j'ai un compagnon qui est déjà pas capable de changer le liquide de frein. Je le vois mal se lever à 3 du mat pour changer des couches. Hein, donc j'abandonne l'idée. Là déjà, remplir le frigo, c'est compliqué. Donner un biberon, j'y crois pas. Là, il est hors de ses compétences. Quoi. Donc j'ai pas du tout envie d'avoir la vie qu'ont eu mes parents, donc ça ne m'intéresse pas. Donc c'est aussi un engagement contre ou un engagement pour un autre modèle. Et ça se traduit aussi socialement. Tu vois, les gens manifestaient. On manifeste de plus en plus et on manifeste rarement pour quelque chose. On manifeste contre. Donc on s'engage contre. À nouveau, je crois que c'est Rebecca Dolan, en tout cas la théorie de Dolan qui date de 2014, qui était la première à formaliser en sciences de gestion des mécaniques d'engagement qui ne sont pas de l'engagement pour quelque chose, mais de l'engagement face à quelque chose, contre quelque chose. On va avoir de plus en plus ça, et ça, aujourd'hui, une marque, elle n'a pas que des clients, il n'y a aucune marque identifiée qui n'a pas ses détracteurs. Ah ben, ça c'est clair. Et ces détracteurs, ils sont surtout présents sur les réseaux sociaux. Ils ont, grâce aux réseaux sociaux, une caisse de résonance, la possibilité de parler. Donc, pour répondre à ta dernière question, je suis quand même tenté d'être optimiste parce que aujourd'hui, on a un public qui a une envie, qui a une volonté et qui, contrairement à avant, a des moyens. Des moyens en termes de compétences et de compréhension, et puis des moyens en termes d'équipement. Donc je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir de moins en moins d'impunité. Et on voit l'évolution des réglementations aussi, c'est plutôt un aspect positif. Il va y avoir de moins en moins d'impunité et il va y avoir de plus en plus de conséquences chiffrées, normées, tarifées. Donc, on a quand même des raisons d'être positif quand on se pose la question. Mais je pense que l'engagement tel que nous, on l'a appris, c'est pas qu'il va être considérablement amené à se modifier, c'est que la forme avec laquelle nous, on a grandi, qu'il soit sociale, culturelle, commerciale, elle a déjà quasiment disparu. Ça va laisser la place à autre chose. Je pense même que le terme, j'avais commencé par ça, donc c'est une bonne façon de finir, le terme d'engagement en tant que tel, il a été utilisé à tort et à travers dans tout un tas de contextes et de mises en situation. Je suis plus sûr qu'il ait autant de sens qu'il n'en avait il y a encore une petite dizaine d'années. Donc voilà. Et alors avec toi, ta propre définition de l'engagement, si je devais te demander envers quoi tu es engagé toi aujourd'hui, quels sont tes engagements perso? C'est très compliqué comme question parce que je pense, comme la plupart des gens qui y a autour de nous, tes engagements perso, ils évoluent avec ta situation. Sans se la jouer, grande révélation, vous allez tomber de vos chaises, tout ça, quand tu fondes une famille et que tu as des enfants, tes priorités changent, donc tes engagements changent aussi. À partir du moment où tu rentres dans un système, dans une entreprise, dans un type de métier, tu peux avoir des engagements qui consistent à peut-être gagner moins d'argent, mais avoir plus de temps. Toute la question sur la réforme des retraites, c'est aussi une question de fond qui a été posée par rapport à ça. Tu peux avoir un engagement pas seulement vis-à-vis de la planète que tu vas laisser à tes enfants, mais l'inverse, dont on ne parle pas très souvent, c'est-à-dire des enfants que tu vas laisser à ta planète. Parce que si tu t'engages pas à les éduquer correctement, c'est clair que c'est mort. Donc très souvent, on entend des gens dire mon Dieu, quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? L'inverse peut se poser aussi comme question, l'inverse devrait se poser plus souvent. Donc les engagements perso, je pense que ils évoluent avec le temps. Après, culturellement, si on est sur le personnel, moi je pense qu'il y a 3 engagements personnels que chacun devrait tenir. Le premier, c'est tout bête, mais en même temps c'est très compliqué, c'est celui d'être heureux, parce que sinon ça n'a pas de sens. Le deuxième, idéalement, c'est d'essayer de faire de mal à personne en essayant de s'acquitter du premier engagement. Et le troisième, c'est si une fois de temps en temps, tu peux t'arrêter de faire ce que tu fais et aider les gens, sans forcément que ça devienne un schéma de vie, quoi. Mais on est déjà sur quelque chose de pas mal. C'est-à-dire que c'est un peu l'impératif catégorique de Kant. Hein. Si tu veux savoir si ce que tu fais est bien, demande-toi ce qui se passe
si tout le monde fait la même chose au même moment. Si tout le monde essaie d'être heureux sans faire de mal à personne et s'arrête une fois de temps en temps pour aider la personne à côté, bah déjà on est pas mal. Ouais, Et c'est sûr. ça se traduit à tous les niveaux. Ça se traduit en consommation, ça se traduit dans l'enseignement et la pédagogie, ça se traduit éventuellement dans la recherche, où je lis quand même beaucoup de trucs que je trouve hyper intéressants, mais je pense qu'on devrait faire plus de vulgarisation justement pour permettre aux gens de s'élever en termes de compétences. C'est très prétentieux de dire ça parce que ça veut dire que faut baisser le niveau de ce qu'on fait pour qu'ils soient capables de comprendre, et c'est pas du tout ce que je pense, mais je pense qu'il faut rendre peut-être les formats plus marrants et plus faciles à digérer. Mais tes engagements personnels, si on enlève ces 3 basiques, et encore, même ceux-là, ils sont personnels, ils vont bouger en fonction de ta situation. Et heureusement d'ailleurs que à 25 ans, tu n'as pas les mêmes engagements qu'à 15, et qu'à 45, tu n'auras pas non plus les mêmes engagements qu'à 25. Mais je pense que malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'engagements personnels qui nous imposent de nous recentrer sur nous, de prioriser ce qui se passe chez nous, dans notre intimité, dans notre foyer, parce que les choses sont devenues très rapidement beaucoup plus compliquées. Et du coup, le troisième point qui consiste à aider les autres est devenu très compliqué aussi. Même si paradoxalement, il n'y a jamais eu autant de besoins. Mais voilà. Très bien. Mais c'est bien parce qu'en fait, tu m'as ouvert un boulevard. Parce qu'ici, il faut que aujourd'hui les choses soient un peu plus fun et un peu plus agréables. Là, pour le coup, moi, la gamification, c'est génial. Mais alors, par rapport à ton sujet, je pense que il y a encore 10 ou 15 ans, on n'aurait pas du tout abordé la question de la gamification en imaginant que c'est un levier d'engagement. Parce que, par exemple, dans la pédagogie, il y a encore une petite dizaine d'années, on n'aurait pas essayé de gamifier parce qu'on se serait dit les étudiants viennent pour apprendre, bah, qu'ils bossent. Pas pour jouer. Voilà. Ouais, on n'a pas à jouer, on n'a pas à rendre le truc plus facile, plus simple, plus court, plus fun, plus marrant, plus sexy, plus ludique, plus interactif, que sais-je. On se serait dit, voilà, il y a un cours, il y a des modalités, il y a une évaluation, débrouillez-vous, quoi. Vous vouliez être là, maintenant vous êtes là, faites le truc et c'est à vous de vous mettre en situation de le faire et pas à nous d'abaisser la barrière, en fait. Or, aujourd'hui, la question ne se pose plus du tout comme ça. On aborde tout le temps la question de la gamification. Tout ce qu'on met sous le chapeau innovation pédagogique, dont on n'arrête pas de parler, c'est avant tout des méthodes qui consistent à gamifier pour conserver l'intérêt, conserver l'attention des élèves parce qu'ils sont sur leur téléphone très souvent, et que du coup, on considère que je ne sais pas si on a tort ou si on a raison, c'est pas la question, mais on considère que c'est à la charge de l'intervenant de faire en sorte que les élèves lui accordent de l'attention. C'est-à-dire qu'on remet de moins en moins en question le fait que c'est à l'élève de faire le taf. Oui, on a un peu inversé le mode de fonctionnement. On aborde de plus en plus la question d'un intervenant dont on dit il ne faut pas qu'il fasse le cours, il faut qu'il anime son cours. Et quand on parle d'animer un cours, le mot est juste, c'est-à-dire que il faut qu'à un moment, il se passe quelque chose. On a des intervenants qui sont mal évalués, mais pour de bonnes raisons. Comme je dis souvent, on a aussi des intervenants qui sont très bien évalués parce qu'ils sont marrants, ils sont fun, ils sont gentils. Ils laissent faire un certain nombre de choses, ils acceptent un certain nombre de choses. Donc, ils sont considérés comme conciliants, bienveillants. La bienveillance, c'est un autre mot, c'est un peu comme engagement. C'est un mot qu'on a sorti à toutes les sauces dans tous les contextes. Donc, ils sont très bien évalués, mais pas forcément pour ce qu'on pourrait considérer comme étant les meilleures raisons. Mais je pense qu'il y a encore 10 ans, on n'aurait pas du tout mêlé la question de la gamification à celle de l'engagement des étudiants dans une salle. Parce qu'on se serait dit, en fait, on n'a pas à rendre le truc marrant, c'est à eux de faire l'effort, pas à nous. Aujourd'hui, la situation est quand même vachement différente. Donc oui, il y a un boulevard pour la gamification et il y aura probablement un équilibre à trouver entre à quel point on met la pédagogie au service de l'étudiant et à partir de quel moment on considère que là, on n'est plus en train de faire de la pédagogie, on est en train de se fourvoyer. C'est pas évident à déterminer, hein. Moi je serais incapable de le faire. Mais je pense que ce sont des questions qui vont se poser de plus en plus. Non, mais c'est intéressant parce que ça reprend aussi le côté des marques qui aujourd'hui doivent se remettre en question par rapport à leur proposition de valeur. Finalement, en tant que prof, en tant qu'intervenant, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va permettre de créer cet engagement, de susciter ces engagements chez les étudiants? Un intervenant, que ce soit en école de commerce ou à la fac, à certains moments, il doit se comporter comme une marque parce qu'il doit capter l'intérêt de son public, il doit susciter une préférence, une adhésion.
qui va se traduire à travers un niveau d'engagement, justement, via l'assiduité, le silence en classe, la participation, la qualité des rendus. Et là où justement, on va peut-être pas tous être d'accord et peut-être pas être tous au même niveau, pas de compréhension, mais au même niveau chronologique, c'est que tu vas avoir des intervenants et des écoles, entre guillemets, old school, c'est pour ça que je parle de chronologie, qui vont te dire, les élèves ont signé pour avoir ce truc, maintenant qu'ils l'ont, il faut qu'ils le fassent. Donc débrouillez-vous, c'est pas à nous de faire l'effort. Et à l'inverse, des écoles, peut-être pas next-gen, mais des écoles qui ont une vision peut-être plus contemporaine et plus claire de la situation et qui vont dire on doit animer le cours pour avoir de la participation, de l'adhésion, de la préférence, du contact, du flux et qu'effectivement à la fin, on ait une expérience pédagogique qui soit satisfaisante. Et la notion d'expérience pédagogique, elle est de plus en plus présente dans le discours des écoles et des facs. On propose pas des cours, on anime des modules et le but, c'est d'avoir une expérience pédagogique satisfaisante. Bienvenue au géo des écoles et des facs. On en est un petit peu là, oui. Après, c'est aussi ce qui va nous distinguer des IA. Les IA vont proposer un contenu, mais pas nécessairement une expérience. Donc effectivement, notre valeur ajoutée demain, dans l'enseignement et dans la pédagogie, que ce soit l'enseignement supérieur ou la recherche, ou même l'enseignement pour les petits, entre guillemets, l'éducation nationale, cette question d'expérience pédagogique, elle va probablement se poser de plus en plus. Elle se pose déjà beaucoup, mais je pense que ça va se poser de plus en plus parce qu'on va la répliquer de plus en plus sur des classes de petits, où la question de l'attention, elle va se poser de plus en plus tôt aussi. C'est lié au fait qu'ils sont de plus en plus tôt exposés aux écrans aussi. Voilà. Donc, à nouveau, les questions qui sont liées à la digitalisation, à ce qu'on en fait ou à ce qu'on en a fait. Donc voilà. Bien. Une petite dernière, mais qui n'a pas forcément grand-chose à voir. Tout à l'heure, on parlait de Netflix. Toi, quel est le dernier film, série, documentaire que tu as regardé et qui t'est plu, ou que tu as découvert et qui t'est surpris? Alors, les 2 derniers trucs que j'ai regardés sur Netflix et où j'ai réussi à aller au bout et que j'ai trouvé sympa. Il y a un truc qui est simplement marrant, mais très plaisant à regarder. Donc, c'est une sitcom qui s'appelle The Ranch. En l'occurrence, avec 2 acteurs, un qui s'appelle Sam Elliott, qui est très âgé, que peu de gens connaissent, un qui s'appelle Ashton Kutcher, que un peu plus de gens connaissent, qui est tiré d'une histoire vraie aussi, qui est l'histoire d'un footballeur américain professionnel mais qui a raté sa carrière, qui, dans les 33-34 ans, finit par définitivement raccrocher et retourne un peu sur un constat d'échec dans le ranch familial, fin fond d'un bled paumé, dans l'Arkansas, où à nouveau, c'est pas péjoratif, mais c'est comme ça que c'est décrit, et qui doit réapprendre la vie à la ferme, la vie au ranch, c'est-à-dire se lever à pas d'heure, avoir des journées qui sont longues, qui sont fatigantes. Et ce qui est hyper intéressant, c'est la confrontation entre ce que lui a vécu avant. Lui est devenu un peu la caricature du métrosexuel mondain, qui sort tout le temps, qui boit des cocktails, qui picole, mais qui se fait un soin du visage et qui machin. Et il se retrouve confronté à son grand frère et son père, qui sont des vrais rednecks avec un flingue dans une main et la bière dans l'autre, et qui, dès qu'ils voient 2 gouttes de pluie ou 3 flocons de neige, disent le réchauffement climatique, c'est des conneries, quoi. Enfin, et donc la confrontation entre les deux est assez marrante. Ça dure quand même 4 ou 5 saisons. Mais j'ai trouvé ça très drôle et c'est une critique, comme souvent, de la superposition des systèmes. On ne peut pas parler du système américain, mais on parle de la superposition des systèmes. Donc ça, c'est le premier truc que j'ai trouvé vraiment pas mal récemment dans la catégorie un peu légère et drôle. Le deuxième que j'ai regardé il y a un petit peu plus longtemps et que j'ai pas trouvé inintéressant, c'est une autre série qui s'appelle Kingdom, qui raconte aussi une histoire vraie, mais qui est plus historique en fait sur premièrement la façon dont l'Angleterre s'est dessinée, la façon et les raisons dont elle a été unifiée. On voit qu'en fait on est arrivé à un résultat intéressant pour des raisons qui n'étaient pas les bonnes, mais le hasard et les circonstances font que.
où c'est marrant parce que c'est une série assez factuelle et assez documentée, mais qui traite de questions hyper contemporaines, puisqu'on traite de cohabitation entre des courants religieux qui sont très différents et qui peuvent à certains moments s'opposer. Et donc, quelque part, dans l'Angleterre médiévale, on parlait déjà d'inclusivité, quand il fallait choisir dans quelle zone on allait laisser les chrétiens et les païens vivre ensemble. Donc, c'est assez marrant, quand tu le vois à travers ce prisme-là. Et ça permet aussi de comprendre un certain nombre de choses sur les raisons qui font que plus tard, des rois anglais ont coupé les ponts avec l'église traditionnelle et fondé l'église anglicane, quoi. Donc c'est pareil, c'est un truc intéressant. Alors ça n'a pas du tout la vocation d'être drôle, là, pour le coup, mais c'est même assez sanguinolent, en fait. Mais le fond historique fait que ça amène quand même, premièrement, à réfléchir, et deuxièmement, à transposer, parce que l'histoire de France, l'histoire espagnole et les premiers conquistadors, donc en fait, qui sont un peu les premières entreprises de colonisation, ont une explication, ont un sens que si tu regardes, alors c'est le genre de série que tu regardes en ayant Wikipédia sur ton portable en même temps, quoi, parce que du coup, bravo pour l'attention. Oui, mais c'est une superposition, effectivement, mais du coup, il y a un moment où tu vois des choses, tu essaies de comprendre si c'est vrai, si c'est plus compliqué que ça, si ce personnage a vraiment existé. Et donc ça t'amène quand même indirectement à te documenter, parce qu'il y a toujours un truc assez intéressant avec les séries un peu historiques. Maintenant, là, je pense que comme beaucoup de gens, je vais regarder la saison 3 de The Witcher, sans trop savoir pourquoi, mais on a quand même envie de savoir ce qui se passe. Et puis il y a 2-3 animes, 2-3 mangas là, dont j'attends les nouvelles saisons aussi. Donc voilà. D'accord. En tout cas, merci. Merci à toi. Parce que je pense qu'on a largement dépassé le temps qu'on avait décidé d'allouer à ce podcast, mais c'était super intéressant. Et pour le coup, je pense qu'il y a plein de gens qui vont apprendre des choses aussi. Oula! Oula! On verra. Mais merci beaucoup en tout cas pour l'expérience. Merci Anne.